Carrel, la confiance, ça s'apprend. Bonjour à tous, merci de votre présence et de votre participation sur ce webinaire qu'on a construit au niveau de l'équipe Carrel sur la formation des maîtres d'apprentissage, sur lesquels on va avoir différents intervenants qui vont agir et pour essayer de balayer au maximum les sujets qui nous préoccupent dans le cadre de cet apprentissage. Hop. On va déjà faire une petite présentation. On va commencer par Anthony Missich. Eh bien, bonjour à tous. J'ai beau l'activer, ça ne fonctionne pas. C'est lié avec tes... Encore quelques soucis de micro. Ouais, très bien. Alors, pour ma part, je m'appelle Anthony Missich, je suis formateur ici à Carrel d'un point de vue RH, mais aussi ma structure et RH plus de 6 ans aujourd'hui, dans lequel j'interviens dans tout l'accompagnement RH auprès des acteurs du marché, que ce soit les étudiants, les écoles, les particuliers, les entreprises ou les salariés. Et donc, après une carrière de 12 ans, je serais ravi aujourd'hui de partager pas mal de sujets autour de l'apprentissage et de la fonction RH. Très bien. On va passer à notre équipe pédagogique. Bonjour, mesdames. Bonjour. Donc, Sophie Janis, moi, au sein de Carrel, je m'occupe d'ingénierie pédagogique, ce qui consiste à l'écriture des programmes de formation post-Bac+2 et également à mettre en œuvre tout un dispositif d'innovation en lien avec les pratiques pédagogiques, mais j'en reparlerai un peu plus tout à l'heure. Bonjour, Anne Théillard, donc je suis la responsable du centre de formation Carrel au niveau pédagogique et administratif. Donc je travaille avec l'ensemble des équipes pédagogiques, formateurs, référents, coordinateurs pédagogiques et également les assistantes administratives qui s'occupent de la partie gestion. Arnaud, si tu veux te présenter, tu dois être en évidence. Et même quand j'enlève mon truc, de toute façon. Bonjour à tous, Arnaud Scapota. Donc moi je suis le responsable commercial de Carrel. J'ai la chance d'animer l'équipe qui va présenter le webinaire aujourd'hui et qui accueille donc nos invités à la fois pédagogiques et réglementaires, je dirais, avec nos partenaires formateurs. Moi j'interviendrai plutôt sur la partie outillage du maître d'apprentissage parce que j'ai la chance d'animer la dernière personne qui va se présenter, c'est-à-dire Johan Leclerc qui est apprenti à Carrel aujourd'hui. Donc bonjour à tous, donc Johan Leclerc, donc comme l'a dit Arnaud Scapota, je suis en alternance là en master 2 vente et management commercial. Donc moi je suis consultant d'entreprise, donc le même poste que Maxime, et je m'occupe de tout ce qui est infrabac, donc CAP et bac pro en alternance. Mes missions, c'est gestion de la relation avec l'entreprise et l'apprenti et l'accompagnement du recrutement de l'entreprise. On va entamer déjà cette première partie du webinaire avec tout l'aspect RH et légal avec Anthony. Allez, let's go. Écoutez, déjà, sachez que j'ai l'honneur et la chance de pouvoir démarrer et j'espère que je vais pouvoir vous apporter pas mal d'informations RH. L'idée, c'est de travailler sur tout ce qui est réglementation, donc dans l'idée, le droit autour du poste de maître d'apprentissage avec son apprenti et essayer de le vulgariser au maximum. On parlera aussi du rôle du maître d'apprentissage, mais aussi de l'intégration réussie de votre apprenti qui peut apporter quelque chose de supplémentaire par rapport à votre structure et votre entreprise. Alors, la première idée qu'on peut se poser, c'est que l'apprentissage va créer énormément d'émotions auprès de votre apprenti. Vous le voyez ici, ça peut créer des doutes, ça peut créer de l'estime, ça peut créer de la valorisation de votre apprenti en fonction des éléments qui vont se passer au quotidien dans l'entreprise. Sachez que c'est un vrai, comme vous le voyez écrit, un vrai gala des compétences, dans le sens où un apprenti, normalement, arrive dans un but très clairement de découvrir un métier, découvrir un projet, enfin développer son projet professionnel. Et donc, à partir de là, l'idée, c'est que le maître d'apprentissage, lui, dans sa fonction, va l'accompagner. Et dans un premier temps, c'est ce que nous allons voir comment et pourquoi.
Alors, l'idée, j'ai essayé de vulgariser la première impression qu'on peut avoir autour de l'apprentissage par ces deux images que j'espère que vous avez en référence. Le premier étant, on va dire, la version junior de notre personnalité, de notre on va dire aussi de notre personne lorsqu'on est en poste, en apprenti. Et donc, du coup, la deuxième image correspond à la personne que nous allons devenir après plusieurs années d'expérience. Donc, au-delà de ça, la référence est donc du coup autour d'un film qui s'appelle Star Wars, pour ceux qui l'avaient compris. C'est surtout de se dire qu'en tant que maître d'apprentissage, nous avons été à la place de nos apprentis précédemment. Et donc, du coup, nous devons les accompagner au maximum dans leur réussite parce que, encore une fois, c'est quelque chose qui va nécessiter énormément d'émotions auprès de ces personnes-là. Donc voilà, c'était une petite introduction pour essayer de vulgariser un petit peu ce sujet-là. Concernant le maître d'apprentissage, la question qu'on peut se poser, c'est de savoir qui peut devenir maître d'apprentissage dans notre structure. Et ça, c'est une réglementation qu'on a auprès du Code du travail. Vous le voyez, on ne va pas réitérer tous les articles et les structurer de cette manière-là, mais on va essayer plutôt de les vulgariser, comme je vous le disais. Donc, cette structuration du Code du travail nous permet de nous dire que le maître d'apprentissage peut être soit un salarié de l'entreprise qui est volontaire, et donc ça, j'insiste bien sur le fait que c'est une personne qui doit être volontaire, qui a envie de transmettre ses compétences, soit directement le chef d'entreprise. Et à partir de là, on a des caractéristiques qui sont propres à ces articles-là aussi. On ne peut pas avoir, pardon, un maître d'apprentissage qui va être mineur. Donc, du coup, quoi qu'il arrive, l'objectif, c'est d'avoir plus de 18 ans. C'est de détenir les compétences professionnelles, et on verra lesquelles juste après, qui correspondent au poste et qui correspondent finalement au métier que votre apprenti aura de votre entreprise, mais aussi de posséder, et ça c'est le plus important d'un point de vue RH, de posséder les qualités pédagogiques de transmission de compétences. Donc, comme vous le voyez un petit peu plus en bas, vous avez aussi ce qu'on appelle des conventions ou des accords collectifs de branche. Donc ça, vous retrouverez ça dans les conventions collectives que vous avez auprès de vos entreprises, voire même dans les accords d'entreprise que vous avez pu signer dans certaines structures. Sachez que le maître d'apprentissage, par rapport à ça, doit avoir un diplôme du même domaine que celui qui est visé par l'apprenti, avec au moins 1 année d'expérience. Ça, c'est la première partie RH que vous devez avoir en tête. Et la deuxième chose, c'est si jamais il n'y a pas le diplôme qui est finalement est dans le même domaine, l'idée c'est d'avoir au moins 2 années d'expérience dans le domaine de compétences qui est visé par l'apprenti. Voilà. Donc ça, c'est la première idée que je souhaitais vous transmettre, c'est de se dire que peu importe qui aujourd'hui dans la structure va intervenir en tant que maître d'apprentissage, l'essentiel, c'est que ce soit une personne qui soit volontaire, une personne qui ait la capacité de transmettre et une personne qui ait finalement des compétences dans le domaine visé par l'apprenti, ce qui permettra d'avoir un lien beaucoup plus fort, qu'on reviendra dessus tout à l'heure sur toute la partie engagement moral auprès de notre apprenti. La deuxième idée, c'est la deuxième question qu'on pourrait se poser, c'est bien des fois de se demander finalement combien d'apprentis on pourrait encadrer dans la structure. Encore une fois, j'essaie de le vulgariser avec l'image que vous avez au tableau, de se dire qu'à un moment donné, si nous avons un peu trop d'apprentis sous notre aile, il risque d'avoir quelques problématiques d'ordre de transmission pédagogique. Donc l'idée, c'est que l'article Code du travail qui gère tout ça a pu nous mettre en évidence que nous avons un maximum de 2 apprentis par maître d'apprentissage. C'est déjà très bien d'un point de vue RH. Je pense qu'en termes de transmission, 2 apprentis, c'est quelque chose qui est assez fort déjà. Mais sachez que pour une raison supplémentaire, qui est le fait que si jamais vous avez un apprenti qui redouble, vous pouvez monter jusqu'à 3 apprentis, comme vous le voyez. Donc 2 apprentis plus 1 redoublant par maître d'apprentissage maximum. Très clairement, d'un point de vue fonction RH, je pense que déjà un seul apprenti, c'est déjà énormément de boulot. 2, ça devient un peu plus compliqué, sauf si on est ultra organisé, qu'on a des métiers qui sont très techniques et sur lesquels l'apprentissage peut se faire de manière méthodique. 3, ça commence à devenir compliqué. Voilà. Mais pour le coup, sachez qu'on ne peut pas aller au-delà de ces 3 apprentis en entreprise. Ensuite, de l'autre côté, puisqu'on a vu le point de vue du maître d'apprentissage, on peut voir aussi le point de vue de l'apprenti. Et ça peut être quelque chose d'intéressant à réfléchir. Pourquoi pas, sachez que la loi nous permet d'avoir plusieurs maîtres d'apprentissage pour un seul apprenti. Et c'est ce qui est assez intéressant, c'est de se dire qu'on peut partager finalement la compétence, on peut partager la transmission, on peut partager la responsabilité auprès de nos apprentis et donc du coup lui apporter quelque chose de beaucoup plus concret, de beaucoup plus important et aussi avec une valeur ajoutée beaucoup plus forte, avec 2 visions potentielles du métier.
Quoi qu'il arrive, d'un point de vue juridique, l'un des maîtres d'apprentissage, peu importe s'ils sont 2 ou 3, devra être référent en lien avec le centre de formation des apprentis, donc ici Carrel, pour cette structure. Voilà. Dernier point juridique qui me semblait important de vous mettre en avant, c'était autour de l'attribution des missions que vous pourriez donner à votre apprenti. Il faut juste vous rappeler que l'apprenti a vraiment l'obligation, pour le coup, d'avoir des missions qui lui sont confiées en relation avec les modules étudiés au sein de la période scolaire, donc au sein du centre de formation. Je me permettais de vous le dire dans le sens où très souvent, vous voyez par l'image que j'ai essayé de vulgariser, on souhaite donner des missions à notre apprenti pour qu'il développe des compétences, pour qu'il puisse se prendre finalement en responsabilité. Mais parfois, ces missions ne sont pas forcément toujours en lien avec la pédagogie. Et à partir de là, je pense qu'il est difficile pour l'apprenti de pouvoir se poser les bonnes questions quant à son métier. Ça ne veut pas forcément dire que lui attribuer des missions supplémentaires ne va pas le responsabiliser. Ça veut surtout dire que ce que vous allez pouvoir lui attribuer, ce sont des missions qui vont vraiment tourner autour de son module étudié pendant la période scolaire en cours. Voilà. C'était un élément du Code du travail que je souhaitais vous partager encore une fois. On passe au rôle du maître d'apprentissage. Je pense que je ne suis pas là non plus pour vous apprendre comment être un maître d'apprentissage. Ce n'est pas l'idée, c'est au moins pour qu'on puisse se remettre les idées en tête, dans le sens où parfois on a au quotidien un peu la tête dans le guidon et donc du coup on ne se pose pas tout le temps les bonnes questions, on ne prend pas suffisamment de recul. Donc l'idée c'est un petit peu de partager avec vous ces rôles-là et de vous donner une information aussi à disposition depuis peu, que l'État a mis en place, et ça je vous en parlerai tout à l'heure, c'est une certification quant à vos compétences de maître d'apprentissage. Donc on en discutera tout à l'heure après ces rôles-là. Donc le premier qu'on va mettre en avant et qui sera repris après, vous verrez avec Arnaud dans sa présentation, on utilisera à peu près les mêmes supports mais avec des idées différentes d'un point de vue RH et plus d'un point de vue outil après pour Arnaud. L'idée est d'accueillir votre apprenti et de présenter l'entreprise et ses activités au tout début et faire un de vos rôles principaux, un des rôles principaux que vous avez en tant que maître d'apprentissage, dans le sens où ça va déterminer quasiment toute l'année, voire les 2 ans ou plus pour certains, de votre apprenti dans l'entreprise. C'est un rôle qui est très important, qui vous incombe dans le sens où l'accueil et l'intégration de votre apprenti, on reviendra dessus, a beaucoup de structuration et d'organisation à mettre en place et tout ça, je reviendrai sur une slide juste après. La planification des tâches de votre apprenti au quotidien est aussi un de vos rôles dans le sens où votre apprenti va avoir un quotidien assez chargé. Et l'intéressant, ce serait que vous puissiez l'accompagner dans l'organisation de ces tâches. Je vous donne un ressenti que j'ai eu au tout début quand moi j'ai été apprenti aussi. J'avais tellement la volonté de bien faire les choses qu'en fait je faisais tout mal. Et je faisais tellement de choses aussi que en fait finalement je faisais rien. Et mon maître d'apprentissage à un moment donné m'a permis de structurer et planifier mes tâches et ce qui m'a permis aussi du coup de comprendre que finalement faire une tâche, c'est pas forcément en faire beaucoup, mais c'est en faire déjà des tâches, mais les faire bien. Voilà. Donc, si vous pouvez accompagner ces personnes-là et ces apprentis au quotidien, c'est un rôle qui est très important. Arnaud vous en reparlera, vous donnera quelques outils autour de tout ça. L'accompagnement de votre apprenti dans sa découverte du métier, ça, c'est une fonction RH qui est très intéressante dans le sens où un apprenti, s'il découvre son métier, juste son métier, à un moment donné, il va avoir une vision assez fermée de tout ce qui est autour de son métier. Donc, l'idée, ce serait peut-être de l'accompagner au quotidien ou de lui proposer des sessions, justement, dans ses planifications de tâches, pour permettre de découvrir d'autres éléments autour de son métier, d'autres postes, d'autres compétences, d'autres personnes qui vont lui apporter une vision d'ensemble, quasiment à 360 degrés de son métier. Et ça, c'est aussi très intéressant, à la fois pour l'apprenti, mais aussi pour vous. Ça va permettre donc du coup de découvrir plein de choses pour cette personne. L'évaluation de l'acquisition des compétences professionnelles, là, je pourrais vous en parler pendant toute une journée, mais on n'a pas le temps. Donc, je vais essayer d'être concis et précis. Ça, c'est quelque chose pour l'apprenti qui, au début, est un élément qu'il va appréhender, dans le sens où toute personne n'a pas forcément l'envie de se faire évaluer, va se poser des questions, et se dire, tiens, qu'est-ce qu'on va me dire, qu'est-ce qui va ressortir, est-ce que j'ai bien fait mon travail? Et donc, votre rôle va être aussi, encore une fois, d'accompagner votre apprenti dans l'évaluation pour qu'elle soit positive. Faut que ça devienne un exercice positif pour lui. Et donc, du coup, vous allez avoir aussi des outils tout à l'heure qui vous seront présentés
si je ne m'abuse, concernant l'évaluation des compétences, et on échangera aussi sur toutes ces thématiques-là. Moi, je préfère juste vous parler dans un premier temps de cette évaluation qui doit être positive, donc le concept en lui-même de l'acquisition des compétences professionnelles. D'un point de vue RH, il faut impérativement que ça devienne positif à la fois pour lui, mais aussi pour vous. Il faut que ça soit un exercice qui donne de la valeur ajoutée à votre apprenti et aussi à votre rôle de maître d'apprentissage. Un élément un peu plus technique, s'assurer qu'il travaille dans de bonnes conditions et en sécurité. Normalement, ça devrait être, on va dire, une suite logique, mais parfois, on a tellement, comme je vous le dis tout à l'heure, la tête dans notre quotidien qu'on oublie certaines pratiques. Et les bonnes conditions de travail, la sécurité au travail, c'est quelque chose d'indispensable pour vos apprentis. L'information de l'ensemble des règles et des usages internes, donc très clairement tout ce qui se passe d'un point de vue habitude dans votre entreprise, usage aussi, règlement intérieur. N'hésitez pas à lui faire passer toutes ces informations-là, si ce n'est déjà fait. J'espère que oui, hein, j'ai confiance en vous et votre rôle de maître d'apprentissage. L'idée, c'est vraiment qu'il puisse avoir toutes les données du quotidien autour de sa fonction et de son métier pour éviter d'avoir de mauvaises surprises sur la structure en disant « Ah tiens, je ne savais pas, j'ai fait quelque chose » et d'être potentiellement réprimandé parce qu'il ne le savait pas. Ensuite, l'inscrire dans un établissement de formation correspondant à son projet professionnel, ça, vous avez bien fait ce que vous avez signé avec Carrel, donc vous êtes au très bon endroit pour ça. L'idée, c'est que ça corresponde vraiment au métier. Et là, pour le coup, ça, c'est la responsabilité de chacun, mais pour le coup, pas grand-chose à dire de plus là-dessus. L'inscrire aux épreuves du diplôme, donc ça, c'est un de vos rôles que vous avez en tant que maître d'apprentissage. Il me semble qu'ici, à Carrel, vous êtes plutôt bien... Bonjour, excusez-moi, c'est Thierry, je vous rejoins que maintenant, mais je suis là. Bonjour Thierry, pas de souci. Vous êtes plutôt bien chouchouté, il me semble, chez Carrel, parce qu'on vous accompagne sur l'inscription au diplôme, donc vous avez choisi la très bonne structure pour ça. Mais dans l'idée, il faut savoir que le rôle d'un maître d'apprentissage est aussi l'inscription aux épreuves du diplôme de votre apprenti. Ça ne se fait pas automatiquement dans toutes les épreuves. Et enfin, il y a une partie qui est assez intéressante et moi qui m'importe énormément en tant que RH dans les entreprises que j'accompagne au quotidien, c'est toute la fonction autour de la situation de handicap potentiel de vos apprentis ou de tout autre salarié. Vous aurez l'honneur, il me semble que Anne va travailler dessus tout à l'heure sur cette partie-là. Mais c'est aussi votre rôle en tant que maître d'apprentissage, mais aussi en tant qu'employeur, de mettre votre apprenti, si jamais il est une situation de handicap, dans les meilleures conditions possibles et de lui apporter une solution sans forcément le stigmatiser en disant « Ah, tu as un handicap ». Plutôt de se dire « Ok, tu es une personne comme tout le monde et en fonction de cette thématique-là, qu'est-ce que moi, en tant que maître d'apprentissage, je peux t'apporter pour ton quotidien pour faire en sorte qu'il n'y ait plus cet handicap-là ». Voilà. Donc ça, c'est un sujet qui est très important. On reviendra dessus tout à l'heure. Et comme je vous l'ai dit au tout début de cette slide, il y a une certification que l'État a mis en place il n'y a pas très longtemps. Je vous ai mis le lien donc, du coup, sur francecompétences.fr. Et cette certification, qui s'appelle RS, il me semble 5515, si je ne m'abuse, est une certification qui va vous permettre finalement d'apprécier et de décliner toute votre politique de maître d'apprentissage, de développement de compétences auprès de votre alternant, et surtout de la certifier et donc du coup de vous permettre de la valoriser, vous en tant que maître d'apprentissage dans votre entreprise, et de se dire qu'à un moment donné, vous avez une certification de maître d'apprentissage auprès de France Compétences. Et donc, ça peut être quelque chose de très important. Le lien vous amènera directement sur tout ce qu'il faut faire pour pouvoir valider cette certification ou l'habilitation finalement de votre niveau de maîtrise de compétences de ce métier-là, surtout dans cette fonction de maître d'apprentissage. Voilà pour votre rôle. On reviendra dessus sur les outils tout à l'heure par rapport grâce à Arnaud et l'ensemble de l'équipe qui est ici. J'aborde un autre sujet qui me paraissait intéressant à vous partager et qui en fait est un petit peu le quotidien de toute la fonction d'accompagnement managérial, que ce soit maître d'apprentissage ou manager dans son ensemble. C'est comment transformer l'engagement contractuel que vous avez avec vos apprentis en engagement moral. Parce que finalement, on se pose très peu la question de savoir ce qu'attend l'apprenti de son quotidien, ce qu'il attend des compétences, de son accompagnement. On sait ce qu'on doit apporter, mais on ne sait pas vraiment toujours ce que notre apprenti a besoin. Donc, on peut se poser ces questions-là et on va se poser la question de savoir comment du coup, transformer cet engagement contractuel en engagement moral. Je vous le mets sur ce diapo, vous le voyez, j'espère, normalement.
La valeur d'engagement, vous le voyez, est exactement, ce que révèle son nom, c'est une façon de mesurer la façon dont les interactions de votre apprenti permettent d'atteindre les objectifs spécifiques auxquels votre entreprise tient le plus, mais aussi vos apprentis. Et à partir de là, on peut se poser des questions. Comment ça se traduit au quotidien, cet engagement moral? L'engagement contractuel, on le sait, on a un bout de papier, on a des clauses contractuelles, clauses juridiques, on les met en avant, on les éclaire, on les signe, et on a cet engagement contractuel, on démarre notre contrat. Maintenant, l'engagement moral du quotidien, il peut se traduire par plein de choses. Et vous le voyez là, on a des engagements qu'on appelle engagements matériels, normatifs et affectifs. Ça, je vais vous en parler un petit peu. Sachez qu'en fonction de ce que vous choisissez comme type d'engagement moral, ça va apporter des conséquences qui sont soit, vous le voyez du côté plutôt péjoratif, donc plutôt de la baisse de motivation, de la diminution de performance de votre apprenti, même parfois du dégoût. J'ai énormément de personnes que j'accompagne qui me disent qu'au final, ils ont été dégoûtés de leur métier, et ça, c'est dommage qu'on en arrive là. L'atteinte aussi à la santé et au bien-être de vos apprentis, et surtout pour vous, un taux de turnover peut-être plus élevé, et de l'absentéisme de plus en plus fort. Et ça, on va y revenir dessus, mais à l'inverse, si j'arrive à travailler sur mon engagement moral du quotidien, eh bien, c'est là où je vais avoir de la loyauté auprès de l'entreprise, je vais avoir un sentiment d'appartenance qui est très important. Je vais aussi partager des valeurs avec mon apprenti. Et donc, au quotidien, ça va alimenter toute cette valeur ajoutée que je n'avais peut-être pas si je n'avais pas cet engagement moral. Je vais participer de manière active en tant qu'apprenti, finalement, dans mon entreprise, mais je vais aussi dépasser mes limites. Et ça, c'est très important. Donc, sachez que ces différents types d'engagement, l'engagement matériel et l'engagement le plus bas que vous allez pouvoir donner à votre apprenti, c'est un engagement qui, finalement, est posé et basé sur finalement la fourniture d'un travail avec du matériel, mais aussi sans opportunité. C'est-à-dire que tu as un travail, je te donne ton matos, tu fais ton travail. Et ça, sur le marché de l'emploi, finalement, ça génère de la compétence, ça génère une sécurité de l'emploi, mais ça ne génère pas finalement un engagement actif qui va donner tout ce dynamisme et cette positivité que je vous ai donné tout à l'heure. Le deuxième engagement, c'est l'engagement normatif. Donc là, on a une obligation qui est plutôt morale, et cette obligation morale va apporter justement cette loyauté envers cet employeur. Et c'est là où le salarié va estimer qu'il a des devoirs envers sa hiérarchie, envers finalement son entreprise et encore plus au niveau des valeurs et de l'appartenance de la structure. Et enfin, le dernier engagement que moi, je souhaiterais vous partager, qui est l'engagement affectif, et vous voyez, c'est celui que je vous ai mis en avant. Cet engagement affectif, c'est le plus haut degré, finalement, d'attachement qu'un apprenti va pouvoir avoir dans l'entreprise. Et c'est là où on va débloquer l'ensemble des valeurs ajoutées qu'on a dit tout à l'heure, parce que c'est lié aux émotions. Les émotions, c'est très important. C'est ce qui pousse l'apprenti vers le côté qu'on a vu à gauche négatif, ou qui va pousser l'apprenti sur le côté droit, qui est le côté positif de cette slide, dans le sens où l'employé va se reconnaître, va s'identifier, va partager les valeurs que vous allez lui apporter en tant que maître d'apprentissage, et vous allez le mettre en avant, vous allez véhiculer finalement une image qui est positive aussi, vous allez véhiculer pas mal de choses. Et cet engagement affectif, c'est vraiment vers là où le maître d'apprentissage doit être poussé au quotidien. Affectif ne veut pas dire partager non plus des liens d'amitié, je veux que je sois clair, on reste quand même dans un domaine professionnel. L'engagement affectif, c'est vraiment dans le partage et la transmission de vos connaissances et de vos compétences et la valorisation de celles-ci auprès de votre apprenti. Dans le sens où, par exemple, quand il fait bien son travail, n'hésitez pas à lui dire qu'il a bien fait son travail. Et donc, du coup, ça va permettre pas mal de choses. Voilà ce que je souhaitais vous partager par rapport à cet engagement moral. Il est beaucoup plus fort, cet engagement moral, que l'engagement contractuel, dans le sens où, en fait, ce n'est pas basé sur un fondement juridique, c'est basé sur un contrat affectif et un engagement qui a pour but de créer des obligations, finalement, qui sont plus de l'ordre civil que juridique. Et c'est très, très fort au quotidien. Voilà, c'est ce que je souhaitais vous partager par rapport à ça. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, cet engagement va se traduire au quotidien. N'hésitez pas à garder vos questions en tête. Il y aura un temps d'échange de questions pour savoir ce que vous pourriez faire au quotidien dans vos entreprises. Et je serai ravi d'échanger avec vous et l'équipe aussi. Ensuite, dans l'idée, pour que cet engagement moral soit traduit, ça peut passer par une toute première action, qui est l'action de l'intégration. L'intégration, finalement, c'est le point de départ au-delà du recrutement que vous avez pu effectuer. C'est le point de départ de la réussite de votre apprenti tout au long de son contrat. Et là, c'est pareil, vous pouvez vous poser des questions, vous dire comment mon apprenti aurait souhaité en fait passer cette intégration, sachant que nous sommes le 13 octobre, je suppose que l'intégration pour les 3/4 des personnes qui sont en structure est déjà passée.
mais je vais vous donner quelques idées que vous pouvez encore mettre en place malgré le fait qu'ils ont déjà démarré dans vos structures. Dans l'idée, je vous ai partagé le point de vue de Brigitte Aubin, qui est DRH d'un réseau qu'on appelle Finaxim. Le réseau Finaxim, c'est des experts qui sont en temps partagé, donc ils interviennent dans plusieurs types d'entreprises. Et ce sont des cadres dirigeants qui ont finalement plein d'indépendants qui se sont regroupés. Il nous dit, on se souvient toujours de la première heure passée dans l'entreprise. Un collaborateur a plus tendance à rester au poste quand les premiers contacts sont agréables. Et ça, c'est vrai. On a une règle, de toute façon, qui arrive même dans le commerce, dans le marketing, peu importe. Les règles des 4, je crois c'est 4-20, je crois qu'on dit comme ça, en marketing. Mais au-delà de ça, en RH, ça marche aussi. C'est la première heure passée dans l'entreprise va déterminer tout ce qui va se passer ensuite d'un point de vue émotionnel pour votre apprenti. Donc, du coup, quelques tips, quelques idées pour réussir son intégration. La première chose à vous dire, c'est qu'une intégration pardon, sera réussie. J'ai mélangé les deux mots. Une intégration sera réussie que si vous la préparez. C'est une étape qui est indispensable parce que vous allez préparer l'arrivée de votre collaborateur. C'est une introduction à l'expérience qu'il va avoir dans l'entreprise. Et nombre d'alternants ou de collaborateurs avec qui j'échange au quotidien en coaching qui me disent que l'arrivée le jour même, le PC n'était pas prêt, les codes d'accès, ils sont restés bloqués à l'entrée parce qu'ils n'avaient pas leur badge, etc. Ça, c'est très, très important. Ça va donner là, finalement, à l'expérience d'intégration que vous allez mettre en place. N'hésitez pas, par exemple, à donner aussi, faire un mail une semaine avant en disant, tiens, tu arrives la semaine prochaine, on est ravis de t'accueillir, l'équipe aussi. Voici ton planning pour lundi, voici ton planning de la journée d'accueil. Voilà, il y a des tips comme ça qui permettent d'introduire à l'expérience de la première journée, qui est la journée d'accueil. Quoi qu'il arrive, ça va entamer une relation avec votre apprenti avant même qu'il soit arrivé. Donc ça, c'est super important. Deuxième chose, sachant que vous avez normalement la préintégration, quoi qu'il arrive, la préintégration est terminée, mais il y a encore des tips que vous pouvez avoir, par exemple, et ça on en parlera tout à l'heure, par exemple les goodies. Donc là, je vous ai mis en image pas mal de choses, des stylos, des tasses, des éléments au logo de votre entreprise qui va permettre à votre apprenti aussi peut-être d'avoir ce côté d'appartenance. La journée d'accueil, pareil, une première impression qui doit être exceptionnelle dans le sens où je dois me dire, je confirme mon choix d'entreprise. J'ai bien fait de signer avec cette structure-là. Maintenant, ça ne veut pas forcément dire gros budget. Une journée d'accueil exceptionnelle qui donne cette impression exceptionnelle n'a pas besoin d'un budget élevé pour donner finalement un sentiment positif. Et encore une fois, on aura le jeu des questions-réponses tout à l'heure pour vous donner des idées pour votre quotidien. L'idée, c'est que cette journée, quoi qu'il arrive, doit être ludique et doit être interactive. Et à partir de là, vous donnez finalement un sentiment positif à votre apprenti qui va rester tout au long de son alternance. Ensuite, on arrive sur un élément de l'intégration que vous pouvez peut-être encore utiliser, qui est la découverte de l'entreprise. Là, l'idée, c'est de découvrir les métiers qui vont, dans votre structure, qui vont travailler avec le poste que votre apprenti aujourd'hui sur lequel le poste est votre apprenti est en formation, est en poste dans votre entreprise, dans le sens où lui proposer des métiers et la découverte d'autres métiers va lui donner de la valeur ajoutée par rapport au sien. Il va comprendre les interactions qu'il y a avec les métiers autour du sien. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Ça va lui permettre d'avoir une découverte de son environnement de travail vraiment à 360 degrés, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et ça va lui permettre de lui monter en compétences. Et ça, c'est très important. Et enfin, donc, fournir toutes les informations ressources, ça c'est aussi une chose que vous pouvez faire. Si jamais vous ne l'avez pas fait, n'hésitez pas à lui transmettre toutes ces informations pour qu'il comprenne et qu'il sache où aller. S'il a une question, j'en sais rien, sur son bulletin de paye, qui c'est qu'il doit contacter. S'il a une question sur son environnement de travail, qui doit-il contacter, etc. Et ça, encore une fois, on verra sur le jeu des questions-réponses tout à l'heure. Et enfin, la prise de poste et de suivi, qui est là la dernière étape de l'intégration. Si vous avez réussi ces 3 premières, disons que la prise de poste et de suivi sera quelque chose de finalement normal et assez normatif pour vous. C'est une prise de poste, c'est une montée en compétences, c'est un suivi et surtout, là, le type que je pourrais vous donner et qui est encore faisable, je pense, ça pourrait être un rapport d'étonnement au premier trimestre, de dire, tiens, voilà, ça fait 3 mois que tu es dans la structure à peu près, qu'est-ce que tu en penses? Comment tu te sens sur ton quotidien? Qu'est-ce que tu as pu voir? Qu'est-ce que tu peux ressentir là-dessus? L'idée, c'est vraiment d'essayer d'avoir un échange au max concernant son quotidien, parce que nos apprentis, moi je le vois au quotidien dans la formation, ne sont pas les plus bavardants. Ce n'est pas ceux qui vont parler plus de leurs émotions. Donc n'hésitez pas à aller chercher un maximum de leur ressenti au travers de ce rapport d'étonnement. Et surtout, encore une fois, ça c'est plus un acte managérial, mais avoir des reconnaissances diverses dans
dans leur réussite, mais aussi, ça on le sait parfois aussi dans leurs échecs, mais quoi qu'il arrive, ça soit une reconnaissance et de leur dire comment faire mieux. C'est exactement ce qu'il faudrait mettre en avant. Donc je pense être dans le timing à peu près, on n'est pas trop mal. Voilà ce que je pouvais vous partager. Je sens qu'on a maintenant un temps d'échange, de questions-réponses. Il me semble qu'on a une question, Stéphane. Une personne, par rapport au maître d'apprentissage, Oui. Une personne peut être maître d'apprentissage s'il fait partie d'une personne du même métier ou du même domaine de compétences tel que le social. Alors, j'ai pas vraiment compris la question, j'aimerais bien qu'on la... En gros, c'est un rapport avec, avec le maître d'apprentissage. Oui, donc, oui. Une personne, est-ce qu'elle peut être maître d'apprentissage si elle fait partie, en gros, si elle a le même métier, donc pour moi, oui. Ou du même domaine de compétences tel que le social. Donc, comme on a des formations dans le domaine social, est-ce que si elle fait partie du même domaine de compétences, elle peut être maître d'apprentissage? Oui, totalement. Totalement. Ce qui compte, c'est le domaine de compétences, c'est pas forcément le métier. C'est-à-dire que... Excusez-moi, la loi dit bien le domaine de compétences et pas le métier. C'est ça. C'est-à-dire qu'on peut faire, pour faire simple, Marie-Claire Scotti, pardon, de Solia, on peut faire encadrer une BTS ESF par une assistante sociale et inversement. Tant qu'on est dans le même domaine de compétences, oui. D'accord. Ce Merci. qui est encore plus intéressant, c'est de partager finalement ce rôle de maître d'apprentissage avec, dans le domaine de compétences, plusieurs métiers. Ça permet d'avoir une vision à 360 degrés, voire un peu moins, mais pour certains, mais d'avoir une vision plus complète de leur métier. Tout à fait. Merci. Je vous en prie. D'autres questions, Stéphane? On va passer maintenant à Arnaud qui va nous remettre toutes ces informations, en tout cas qui va traduire toutes ces informations au niveau managérial et comment sur cet aspect-là on peut encadrer l'apprenti. Merci Maxime. Donc, pour revenir sur le discours, tout est OK au niveau du... Ouais, tout est bon, oui, pardon. Pour revenir sur le discours d'Anthony, moi j'ai réfléchi à vous proposer quelque chose qui soit du très concret, du très opérationnel. Alors ce n'est assez facilement dans mon esprit parce que j'ai été à votre place il y a un moment, je le suis encore. Et je me suis dit que j'allais essayer par ce webinaire-là de prouver que les cordonniers ne sont pas forcément les plus mal chaussés, qu'on essaye, nous, de pousser le bouchon de l'accompagnement de l'apprenti le plus loin possible. Et pour ça, en fait, je vais prendre quelques exemples concrets qui régissent aujourd'hui le quotidien de Johan Leclerc que je vous ai présenté tout à l'heure et qui aura l'occasion à la fin de donner son ressenti. Son ressenti, alors bien entendu, on aurait pu faire quelque chose de très positif, etc., avec un petit couteau sous la gorge. C'est pas du tout l'ambiance. Je lui ai demandé qu'il travaille quelque chose qui soit justement sa représentation de cet accompagnement-là, qui peut être à la fois positif, et je l'espère, mais qui peut aussi avoir ses écueils, et j'aimerais qu'il puisse vous les formaliser pour être sûr que voilà, vous compreniez bien que finalement, à une personne est adaptable une animation. Donc, j'essaye de cadrer, moi, dans le contexte du service commercial, des outils assez concrets pour que justement, on puisse, et assez forts, pour que justement, on puisse naviguer dedans et ne plus s'occuper des outils et de l'organisation, mais vraiment vivre le plaisir du quotidien. Alors, comment est-ce que ça se traduit? J'ai repris simplement les slides que vous a présenté Anthony tout à l'heure et je me suis dit, tiens, quel était l'apport que nous, on pouvait vous faire aujourd'hui, que ce soit nous sur le service commercial, mais aussi la pédagogie, puisque on va avoir pas mal d'accompagnement de l'équipe pédagogique sur les 9 dispositions qui sont les vôtres et que vous avez présentées Anthony tout à l'heure. Si on commence par l'accueil de l'apprenti, là, de manière très simple, on parle souvent de planning d'intégration. Maxime, si tu peux juste... Donc, j'ai, comme je vous le disais, pris le planning d'intégration que j'ai travaillé avec Johan, et pour le mettre un peu en parallèle avec ce que disait Anthony tout à l'heure, j'ai choisi de fonctionner avec une première journée d'intégration qui était extrêmement projective, pour se dire qu'on partait d'un champ très large de présentation du projet de service, et même du projet de l'école, pour justement redescendre, et finalement l'amener à son métier de manière tout à fait naturelle, et que dans cette intégration, ils comprennent aussi
quelle était sa valeur ajoutée au sein de ce projet-là. J'ai trop souvent entendu nos apprentis ne pas savoir pourquoi ils étaient dans les structures. Et je trouve que c'est très intéressant de commencer par là, même si on va dire qu'au début, c'est peut-être pas forcément accessible. Ils le comprennent au fur et à mesure du temps et c'est aussi ce qui lie la motivation du quotidien. Donc, 10 jours, les idées, c'était sécuriser les 10 premiers jours, parce que je trouve qu'en 10 jours, on a un accompagnement qui est déjà assez chargé. Et puis, voilà, on est tous dans des quotidiens qui sont quand même importants. Et donc, enfin, l'écriture d'un accompagnement de 10 jours, ça me paraît être adéquat à la situation. Ensuite, comme le disait Anthony tout à l'heure, ça sacralise un peu l'arrivée. C'est tout à fait symbolique, hein, ce genre d'intégration, mais ça montre qu'on a pensé à lui, qu'avant même qu'il arrive, on avait préparé les choses, etc., qu'on l'avait à la fois emmené sur des dimensions individuelles, mais aussi collectives. Et c'est là mon troisième point, éclairer la découverte de l'environnement. Pour moi, c'est aussi le mettre dans la sphère qu'il va occuper, mais la sphère large qu'il va occuper pendant son année ou ses 2 ans d'apprentissage, qui est importante ici. Voilà pour l'intégration. Je vais directement le mettre en corrélation avec l'accompagnement. Et je vais vous proposer 2 choses qu'on a fait cette année, 2 outils qui correspondent à 2 périodes différentes, une en première année et une en deuxième année, puisque Johan est avec nous depuis 1 an, un peu plus d'1 an maintenant, et donc on enchaîne sur la deuxième année. Sur sa première année, l'enjeu, c'était poser un cadre exigeant, mais de confiance réciproque, on va dire, en d'abord focusant sur l'individuel et en le mettant dans l'équipe. Et vous verrez que j'ai eu une démarche un peu différente sur la deuxième année. Donc, je vous ai pris un exemple très simple, hein, d'un planning sur 5 mois où les périodes blanches sont les périodes qui passaient en entreprise et les périodes bleues sont des périodes qui passaient à l'école, à l'université en l'occurrence, hein, puisque c'était pas à Carrel. Et j'ai décidé de cadrer les périodes blanches, comme vous pouvez le voir, avec du brief-débrief. Ce brief-débrief, il est importantissime pour moi parce qu'il va permettre, au niveau du brief, à l'apprenti de comprendre vraiment et de manière très concrète ce qu'on attend de lui sur la période, et à la fin, de lui proposer un espace de partage, de reconnaissance ou de recalage, parfois c'est nécessaire, en lui posant des questions qui sont quand même relativement simples, à savoir comment il a fait pour y arriver, ou s'il a eu des échecs, comment il a fait pour s'en sortir, comment il a fait pour identifier les erreurs qu'il avait faites, et surtout qu'est-ce qu'il mettra en place pour la fois d'après. Ça lui laisse le temps de maturer ça dans sa période scolaire, puisqu'il ne faut pas oublier que nos apprentis ont des périodes scolaires qui sont des intercessions professionnelles, et que les réussites ou les difficultés qu'ils ont pendant cette période où ils sont en entreprise peuvent être reprises dans le cadre de projets pédagogiques. Et donc, ce mode débrief de la fin de période me permet à moi de le faire partir avec un petit package dans son école pour qu'il puisse travailler sur ces points-là et revenir avec soit des solutions, soit avec une vraie réflexion qui l'aidera à capitaliser sur ses réussites et ou ses difficultés. Vous voyez les petites farandoles, c'est des réunions d'équipe. Simplement, là, je l'avais positionné dans des réunions d'équipe, mais merci Maxime pour le slide suivant. On a une retranscription. Vas-y, vas-y. On a une retranscription qui est complètement différente sur l'année 2. À savoir que là, bon, je ne veux pas vous barbariser le diapo, mais on a toujours une période de 5 mois avec des réunions collectives qui sont matérialisées par les petites cases bleues RCOSC, les petites cases vertes qui sont des réunions de sous-service et les éléments de service, donc tout ce qui est participation à des événements, comme ce webinaire par exemple qui est noté le jeudi 13. C'est des choses qui lui permettent de se projeter. Alors, il y a à la fois cette notion de projection collective cette fois-ci, et comment moi, individu, j'interagis dans cette projection collective, et une responsabilisation progressive, c'est-à-dire que je lui donne les moyens de faire, il sait faire son métier maintenant, et derrière, j'attends de lui à des points de passage que l'on débriefe ses engagements. Et pour finir là-dessus, d'ailleurs, quand je dis ses engagements, on va passer directement à la slide d'après.
j'ai offert la possibilité à Johan d'écrire lui-même ses missions quand il est arrivé. Ça, ce n'est possible que s'il y a une très bonne connaissance du métier, du secteur d'activité, bien entendu, et du projet de service. Donc moi, je me suis attaché à lui présenter le cadre, qui était très important pour moi. Et la question que je lui ai posée avant de lui dire ce qu'il avait à faire, c'est finalement, dans ce que je viens de te présenter, où est-ce que toi, tu penses avoir de la valeur? Où est-ce que tu vas trouver ta motivation au quotidien? Qu'est-ce qui va faire que tu vas être challengé? Des choses comme ça qui pourront justement nourrir ton quotidien. On s'est laissé une semaine, il m'a, fort de ce que je lui avais présenté, il m'a écrit toutes les dimensions métiers et les dimensions mission, nous on appelle mission, c'est-à-dire qu'ils vont un peu au-delà de ce qu'on peut faire dans le métier. Et on s'est attaché en entretien à séquencer ça dans le temps. Donc voilà à quoi ça correspond après comme document débrief en entretien. Si on le raccroche à ce que je vous disais tout à l'heure sur la notion de brief-débrief, vous voyez que c'est quand même très facile à faire avec un document comme ça, puisqu'il s'agit juste, dans le brief-débrief, de mettre des indicateurs de mesure qui n'apparaissent pas ici. On sait quelles sont les thématiques qui vont être abordées, quel est le séquencement du temps prévu pour le faire. Il faut simplement mettre des indicateurs de performance pour dire, si je prends les 3 colonnes du milieu, en S45, je suis briefé sur telle chose, telle chose, telle chose. En S47, je débrief sur mon brief, puisque j'ai bien compris ce qu'on attendait de moi. Pour finaliser ce discours-là, vous avez un petit écusson en haut à droite du slide où il y a marqué Plan, Brief, Execute, Débrief, Win. Si j'ai choisi ce petit écusson-là, c'est pour vous faire comprendre, parce que certains le savent déjà, mais disons que je pense que c'est important de se le redire. Le management et l'animation d'un apprenti, je vous parle de brief débrief, c'est extrêmement cyclique. Donc, si on arrive à cadrer ces cycles qui durent 1 an, 2 ans, je trouve que le schéma est quand même très intelligible pour le jeune et surtout très rassurant pour nous aussi, puisqu'on arrive à naviguer là-dedans. Merci Arnaud. On va passer maintenant à l'évaluation de l'acquisition des compétences avec l'équipe pédagogique Anteia en l'occurrence. Donc, vous l'avez compris, nous avons une mission commune, que ce soit vous en tant que maître d'apprentissage ou nous, côté pédagogie, c'est de faire monter nos apprentis en compétences et d'évaluer cette montée en compétences. Et pour cela, nous avons des temps forts pendant les 2 ans ou l'année de formation. Ce sont les suivis en entreprise. Donc, pour une formation en 2 ans, il y en aura 4 à raison de 2 par an. Et pour une formation en 1 an, vous en avez 2 par an, qui peuvent avoir lieu soit en entreprise, donc le référent ou le chargé de suivi en entreprise vient vous rencontrer, ou en tant que maître d'apprentissage. Ça peut être également via l'outil Teams ou également en centre de formation à Carrel. L'objectif de ces suivis en entreprise va être de faire un point à la fois sur le parcours en entreprise, donc de voir les missions préalablement définies lors de la signature du contrat, de voir comment elles sont exécutées, et au fur et à mesure des suivis, voir les différentes missions confiées et si effectivement il y a une montée en compétences de la part de l'apprenti. Normalement, oui, et ces suivis visent à vérifier cela. On va également profiter de ce temps fort pour faire un point sur le savoir-être de l'apprenti, que ce soit en centre de formation ou dans l'entreprise, puisqu'on le sait, les soft skills aujourd'hui sont effectivement une notion qui est très très importante et qui vise à l'employabilité. On fera également un point sur la partie pédagogique, c'est-à-dire avec les résultats obtenus par l'apprenti en centre de formation. Donc, ce temps fort dure à peu près 1h30 et a lieu après la période d'intégration en entreprise, donc au cours des 2 mois. Donc, vous avez la visite, vous l'avez peut-être déjà eue ou vous allez la voir très prochainement, donc d'un chargé de suivi en entreprise, et puis ensuite au cours du 2e semestre de la première année. Cet entretien donc, qui a lieu avec le maître d'apprentissage est précédé d'un entretien préalable entre le chargé de suivi en entreprise et l'apprenti pour pouvoir définir avec lui, avant l'entretien, les missions qu'il réalise, comment il se sent dans l'entreprise. Donc, il y a déjà un entretien avec lui avant que nous venions vous rencontrer au sein de l'entreprise.
L'outil qui va être utilisé donc pour évaluer cette montée en compétences, ça va être le livret de suivi pédagogique qui est donc rempli à la fois par l'apprenti, à la fois par vous, maître d'apprentissage, et à la fois par le chargé de suivi en entreprise. Et qui sera signé aussi. Donc ça, c'est un élément très important sur lequel je souhaite insister. On est dans une relation tripartite et la signature engage. Donc elle engage à la fois l'apprenti qui le signe, vous en tant que maître d'apprentissage, et également le référent chargé de suivi en entreprise. Donc parfois, quand le suivi est réalisé notamment à distance via Teams, voilà, je vous remercie de bien vouloir, dans un second temps, signer et tamponner le document et de nous le retourner. C'est vraiment important pour que le document, tout simplement, soit authentifié. Dernière chose, pour pouvoir évaluer aussi la montée en compétences et notamment au niveau des acquisitions en centre de formation, en tant que maître d'apprentissage, vous recevez les codes IPAREO et vous pouvez avoir accès donc aux notes de votre apprenti, également à son assiduité, à sa ponctualité, à son planning, donc pour pouvoir le suivre là aussi au cours de ces 2 ans de formation. Si jamais vous n'avez pas reçu les codes ou vous ne les retrouvez plus, vous pouvez vous adresser à nous, à l'assistante administrative, et à ce moment-là, nous vous les renverrons. Et vous avez vraiment accès à son suivi en centre de formation. Outre ses suivis en entreprise, voilà, vous pouvez tous les jours consulter son assiduité, sa ponctualité, ses notes et ses appréciations, et les éventuelles sanctions s'il en a. Alors, on continue avec le processus de présentation du cadre. Donc, quand l'apprenti est en entreprise, il signe un règlement intérieur. C'est la même chose en centre de formation. Donc, lors de l'intégration, on va dire, pédagogique et administrative de l'apprenti, avec son référent, il prend un temps pour lire le règlement intérieur du CFA Carrel. Il le signe, là aussi, donc ce qui l'engage. Et ce règlement vise vraiment à fixer un cadre, donc que ce soit effectivement pour les conditions d'accueil, les conditions de sécurité en centre de formation, mais également au niveau du savoir-être, du comportement, de ses droits et de ses devoirs en tant qu'apprenti en centre de formation. Et ce règlement intérieur, vous pouvez y avoir accès aussi, puisqu'il est disponible sur notre site internet. Et il peut être bien d'en discuter parfois avec votre apprenti, puisque vous, en tant que maître d'apprentissage, nous nous appuyons aussi sur vous pour que l'apprenti s'engage à respecter ce cadre, l'assiduité, la ponctualité et un engagement de travail. Et il est important donc que vous en ayez connaissance aussi. Merci Yann. On va évoquer maintenant toute la partie du préambule à la contractualisation, c'est-à-dire toutes les étapes qui vont se faire dès lors que l'alternant fasse sa décision d'intégrer Carrel jusqu'à la contractualisation au niveau de son alternance dans votre entreprise. Il me semble important de vous matérialiser ça aussi et de voir ce qu'il y avait avant toute cette partie d'intégration en entreprise et de contractualisation. Bien notamment le travail du Bureau des admissions et d'orientation de sourcing qui vont, par le biais de diverses actions, notamment la participation au salon d'étudiants, au salon de l'alternance, l'organisation de journées portes ouvertes, des journées portes ouvertes qui sont co-organisées par des étudiants du niveau CAP jusqu'au Bac+3 de Carrel. C'est des étudiants qui accompagnent, donc des étudiants présents qui accompagnent nos futurs étudiants dans une découverte de l'établissement Carrel et dans une découverte également des différentes branches et filières dans lesquelles ils vont vouloir se présenter. Ça nous permet déjà de créer un lien et de créer aussi cette idée, ce prémisse de communauté au sein de Carrel. Au sein de cette admission, donc, quand le jeune a décidé concrètement d'intégrer Carrel, et il passe donc un entretien d'admission, c'est un vrai entretien avec test pédagogique, on se réfère aussi au dossier scolaire, et un entretien de motivation. À la suite de ça, il est admis ou pas, donc c'est pour vraiment aussi rappuyer sur un niveau d'exigence déjà aux prémices de ce parcours. À la suite de son admission, donc, il est suivi par Stéphane, Johan et moi-même en tant que consultant de l'entreprise pour redéfinir avec lui quelles sont les entreprises sur lesquelles il souhaite travailler, quels sont les secteurs d'activité qui vont l'intéresser. Et en parallèle, nous avons de la part des entreprises une prise de besoin avec une diffusion de fiches de poste qui est l'idée étant de
cadrer le besoin et de vraiment valider que le besoin que vous avez correspond à de l'alternance, déjà dans un premier temps, et sur quel type de diplôme, puisqu'en fonction des structures, différentes possibilités peuvent s'accorder. Ça nous permet de pouvoir faire un choix, nous, au niveau des alternants, en présentation des fiches, et puis par rapport aux affinités et aux accompagnements qu'on a eu par rapport aux différents séminaires qu'on a avec lui. On vous présente à la suite de ça, donc on présente à l'entreprise de façon globale les candidatures. Les maîtres d'apprentissage ne sont pas forcément toujours dans les premiers contacts, dans les premiers processus de recrutement. Il me semble intéressant quand même que le maître d'apprentissage puisse y participer, puisque c'est lui qui va suivre aussi cet alternant pendant cette année ou ces 2 années. Donc, sur ces étapes, une fois que la validation de l'entreprise a été faite au niveau de l'alternant, il y a une espèce d'aller-retour de documents, notamment la fiche de mission, pour qu'on recadre une fois encore que l'émission que vous allez confier à l'alternant soit bien dans l'ordre du référentiel de formation. On s'assure vraiment que on ne s'est pas trompé sur les attentes que vous avez et que le diplôme respecte. Et puis une autre partie administrative, notamment sur la récupération de toutes les informations techniques pour la création des contrats. Généralement, c'est plutôt les services RH auxquels on a affaire pour cet aspect-là. Et à la suite de ça, vous avez du coup le CERFA et la convention qui vont être créés. Donc sur la contractualisation, et également nous sommes amenés à vous accompagner sur les différentes procédures liées aux OPCO pour la prise en charge de la formation. Donc voilà pour cet aspect-là. Je vais laisser la parole à Sophie maintenant concernant l'inscription et l'accompagnement. Oui, effectivement, on parle depuis tout à l'heure de cette relation donc tripartite entre l'apprenti, sa vie en entreprise et sa vie à l'école. Donc l'idée ici était de vous parler un petit peu de ce qui se passe à l'école, parce que pour le coup, hormis les périodes de suivi au cours desquelles vous avez un contact avec quelqu'un de Carrel, à savoir son chargé de suivi, il n'est pas toujours évident de savoir quelle est la manière dont on va préparer votre apprenti à son diplôme ou à sa certification. D'ailleurs, la différence entre un diplôme et une certification n'est peut-être pas forcément évidente. Juste un mot là-dessus, un diplôme va être plutôt reconnu par l'Éducation nationale, donc le ministère de l'Éducation nationale ou de l'enseignement supérieur, tandis qu'une certification est une reconnaissance du ministère du Travail. Donc voilà pour cette partie-là. Donc effectivement, lors de son arrivée en centre de formation, l'apprenti va être intégré au même titre qu'il a une phase d'intégration en entreprise. C'est aussi le cas à l'école. Donc c'est une période qui va durer à minima une demi-journée, qui va représenter déjà tout un point administratif. Sur justement, on en a parlé tout à l'heure, le règlement intérieur et tout un tas d'éléments au sein de l'école. On lui fait visiter l'école pour qu'il ait aussi des points de repère. Quelles sont les personnes ressources, sachant qu'il est en contact avec différentes personnes au sein de Carrel, à savoir son référent de formation qui va être son premier interlocuteur. Un référent de formation, c'est ce que l'on pourrait appeler un super prof principal. On va également lui présenter sa coordinatrice pédagogique qui va être là dans le cadre de toutes les questions qu'il aurait à poser et pour lesquelles le référent de formation ne pourrait pas y répondre. La personne également en termes d'assistanat pédagogique pour tout ce qui va être justificatif d'absence, etc., etc. Lors de cette phase d'intégration, il va également être soumis à des tests de positionnement. Donc, des tests de positionnement, ça consiste à répondre à des questions en lien avec la formation qu'il a choisie. L'idée étant d'avoir une image de départ sur son niveau de compétence. Alors, on s'attend bien à ce que ça ne soit pas quelque chose de très performant, mais pour le coup, ça nous donne une photographie en fait de sa situation de départ. L'idée étant évidemment de la comparer avec la situation à l'arrivée et en cours de formation. Il va être également familiarisé avec tous les outils informatiques, et notamment donc Teams et Ipareo.
En termes d'organisation purement pédagogique également, on est sur des cours qui sont organisés par demi-journée. Alors, sur certains niveaux-là, les cours par demi-journée, c'est plutôt à partir du BTS. Infrabac, on est sur un autre rythme parce que les soumettre à 3h30 d'une seule et même matière, selon la nature de la matière, ça passe mieux, on va dire. Mais surtout, les interventions sont réalisées par des professionnels du secteur d'activité pour que ce soit vraiment la priorité donnée à l'aspect professionnalisant de la formation. Et c'est notamment le cas avec des gens qui sont même toujours en activité dans le secteur concerné. En termes d'entraînement à la préparation au diplôme, ça c'est une vraie spécificité de Carrel. À minima, ils sont soumis à des entraînements à l'examen. Au nombre de 6 examens blancs en cours de formation, donc pour les CAP, BAC et BTS. On a tendance à leur dire quand ils arrivent que quand ils l'ont fait 6 fois, la 7e, ils n'y vont pas sereinement, mais ils savent comment ça se passe, d'autant plus que les entraînements sont gérés vraiment en conditions d'examen, avec des jurys externes à Carrel, et également leurs formateurs ou leurs intervenants professionnels sont dans toutes les filières, pour certains d'entre eux, des jurys également académiques qui sont convoqués par le rectorat pour aller faire passer des examens chaque année. Donc, on est vraiment au plus près de la réalité des examens qu'ils vont passer en bout de parcours. Pour les certifications professionnelles, donc en Bac+3, c'est exactement la même chose. On est également sur des périodes d'entraînement avant la certification finale. On a également des bilans pédagogiques qui sont réalisés avec un nombre de 2 par année. Alors, un bilan pédagogique, c'est aussi une spécificité forte de Carrel. C'est ce qui va remplacer ou ce qui se substitue plutôt j'ai perdu le mot, merci, au conseil de classe. Voilà, on a jugé à un moment donné que faire une réunion de formateurs avec des représentants d'étudiants pour discuter des cas particuliers des étudiants de la classe n'était pas forcément quelque chose de très constructif. On a préféré mettre en place cette organisation-là qui fonctionne très bien et qui consiste en un rendez-vous obligatoire de chaque apprenti avec son référent de formation. On a constaté qu'il n'était pas toujours évident, quand on est étudiant, de solliciter un entretien avec son référent de formation, d'aller le voir à la fin d'un cours pour lui demander s'il était possible de se parler. Donc, pour le coup, cette organisation-là permet d'avoir 2 rendez-vous en tête-à-tête par année avec son référent et de discuter de la situation. La situation, elle peut être professionnelle, elle peut être à l'école, elle peut être aussi parfois personnelle. Mais en tout cas, ça nous permet de comprendre la situation et de mettre en place éventuellement un accompagnement spécifique selon les besoins détectés à l'occasion de ces réunions. On a également, Anne en a parlé, un travail qui est réalisé tout au long de l'année sur les soft skills, évidemment très important. Donc, ça passe par des interventions d'entreprises extérieures, vraiment pour faire un focus sur des soft skills. Ça passe sur des pratiques pédagogiques qui sont un peu différentes. Le fait de les mettre en situation professionnelle, de leur faire gérer des entreprises de manière fictive. Voilà, donc ça passe pour tout un tas de dispositifs qui permet en tout cas de travailler sur ces éléments-là. Enfin, l'inscription à l'examen et la prise en charge, elle est prise en charge par Carrel, évidemment. Mais dans ce cadre-là, on a aussi besoin de vous. Pourquoi on a besoin de vous? Tout simplement puisqu'on va vous solliciter dans le cadre de la réalisation de documents comme des attestations qui sont nécessaires pour l'inscription, par exemple, je pense au BTS, dans le cadre de la réalisation de missions en lien avec des compétences. Et ça passe aussi par le fait que l'on peut être amené à vous solliciter pour participer à des jurys d'examen. En tant que professionnel, c'est évidemment très important pour nous d'avoir cette caution professionnelle dans la constitution de nos commissions de jury d'examen. Et c'est pour ça qu'on a évidemment besoin de vos participations. Voilà pour la partie purement pédagogique. Je vais laisser Anne reprendre la parole sur la partie plus spécifique liée à des problématiques d'étudiants en situation de handicap.
Donc, Carrel s'engage à accompagner tous ses apprentis de la même manière et notamment depuis plusieurs années maintenant, nous sommes chartés H+. Donc, nous avons un label handicap qui nous permet d'accueillir les personnes en situation de handicap et d'essayer de compenser au mieux leur handicap pour qu'ils aient les mêmes chances que tout apprenti pour réussir leur formation. Donc, pour cela, nous avons au sein du centre de formation la présence d'un référent handicap qui rencontre l'apprenti déjà lors de la phase de sélection en amont pour s'assurer que nous, en tant que centre de formation, on va être à même, en fonction du handicap, de bien l'accompagner dans son parcours de formation. Donc cette personne rencontre voilà, le jeune au moment de la sélection. Elle le rencontre ensuite de nouveau au moment de son intégration en centre de formation, juste après la rentrée, pour définir plus précisément avec lui ses besoins. Alors les besoins en fonction du handicap, ça peut être un tiers-temps par exemple pour un examen, ça peut être de mettre un ordinateur à disposition, un siège ergonomique, différentes mesures qui, en fonction du handicap, vont permettre à l'apprenti de lui donner les mêmes chances. Cette personne peut également venir en entreprise s'il y a besoin pour faire un point avec vous en tant que MAP et pourquoi pas prodiguer là aussi des conseils pour que des mesures de compensation du handicap soient mises en place également en entreprise. Elle accompagne parfois l'apprenti également à remplir des dossiers pour une reconnaissance de travailleurs handicapés RQTH. Voilà. Cette personne sensibilise également les formateurs et les équipes pédagogiques et organise, donc l'année dernière, ça a été le cas à 2 reprises, des conférences pour voilà, donner un certain niveau d'information. Et l'année dernière, nous avons notamment convié les MAP, les tuteurs, à assister à ces conférences. Donc voilà, ce sera certainement de nouveau le cas cette année. Donc si vous souhaitez avoir des informations, par exemple, la thématique de l'année dernière, c'était sur la dyslexie et sur les troubles de l'attention. Vous êtes conviés, vous pouvez tout à fait participer à ces moments d'information et d'échange. En tant que CFA, nous avons également un référent social qui, lui, est chargé de recevoir les personnes qui sont confrontées à des difficultés qui peuvent être de tout ordre, hein, financières, des soucis de logement. Et donc là aussi, en lien avec les équipes pédagogiques et en lien avec vous, on met en place des mesures pour prévenir les ruptures de parcours de formation, parce qu'on sait qu'effectivement, un jeune qui peut avoir différents soucis dans sa vie personnelle n'est pas forcément dans des bonnes dispositions pour pouvoir suivre sa formation, d'autant plus quand il est apprenti. Donc, nous le faisons rencontrer la référente sociale et on met en place des mesures pour qu'il ait là aussi les mêmes chances que tout autre apprenti pour réussir son parcours. On avait la question sur le chat, Anne, quel que soit le handicap. Il n'y a pas enfin, voilà, tous les handicaps sont considérés par la référente. Alors, c'est pour ça, effectivement, que la référente handicap, c'est ce que j'expliquais au tout début, reçoit la personne en amont lors de la sélection. Si le handicap est vraiment très important ou on se rend compte que la personne ne pourra pas être à même de mener les missions au sein de l'entreprise, parfois on peut émettre des réserves sur la formation. Il faut que voilà, nous, on soit en mesure, et l'entreprise aussi, d'accompagner la personne. Mais a priori, voilà, on reçoit tout le monde au départ et on considère tous les handicaps. Et après, en fonction de l'échange, on voit si effectivement on est à même d'accompagner la personne ou pas. Nous allons passer maintenant au retour d'expérience de Johan Leclerc, qui a la double casquette de nous accompagner au niveau de son alternance à Carrel, au niveau du service commercial, et du coup d'être alternant également sur un Master 2 en vente et management commercial à l'Université Lyon 3. Et puis on a une double chance, c'est d'avoir son maître d'apprentissage également dans la personne d'Arnaud Scapota. C'est bon, merci Maxime. Alors du coup, pour faire un petit peu le parallèle sur les dires d'Arnaud, je vais reprendre certains points, notamment l'intégration, l'assimilation au métier, la transition et l'importance du début de la collaboration. Pour ce qui est de mon intégration, ce que j'ai bien aimé déjà, même en amont, c'est les plusieurs entretiens que j'ai pu avoir avec toute l'équipe, ce qui va permettre et ce qui m'a permis surtout à moi d'enlever, vous savez, un petit peu le stress de l'inconnu, de tomber dans une entreprise où on a rencontré finalement que notre futur maître d'apprentissage ou même que les RH. Au moins, ça permet de mettre des têtes et des noms sur certaines personnes et directement, on se sent plus en confiance. Pour le premier jour, du coup, de l'intégration, je reviens un petit peu sur les dires d'Anthony de tout à l'heure qui a cité Brigitte Tobin. Sur la première heure, cette première heure était banalisée sous la forme d'un petit déjeuner, mais peu importe pour ce qui est de la forme.
mais c'est 1 heure qui permet de pas directement se mettre dans le contexte pro et de faire connaissance directement avec les personnes qui nous accompagnent. Et c'est un élément qui est pour moi limite fondamental pour développer une bonne collaboration au niveau de l'équipe, au niveau du collectif. Donc c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Après, pour ce qui est des premières semaines, Arnaud a présenté mon premier planning qui était prêt pour les 10 premiers jours. Ça également, c'est pour moi très important et ça m'a été très bénéfique déjà de rencontrer les personnes dans le cadre pro cette fois-ci et de découvrir tout leur périmètre. Le métier de consultant d'entreprise est un métier qui nécessite beaucoup de ressources, pas seulement sur le côté entreprise, mais aussi sur le côté recrutement, administratif aussi. Donc le fait de voir chaque personne, c'est très important pour voir ses bases, surtout que pour moi, ce secteur de la formation était inconnu. Enfin, je le connaissais que en tant qu'étudiant, mais pas en tant que salarié. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé ça très important. Pour ce qui est de l'assimilation au métier, ce fut un petit peu difficile. Comme je viens de le dire, il y a beaucoup de notions à apprendre et c'est quelque chose qui est très cadré au niveau légal, par exemple. Mais la création de ma fiche mission en autonomie, même si Arnaud m'a quand même un petit peu aidé au départ, à faire en sorte que je découvre bien le métier par mes propres moyens. La rencontre de chaque personne de l'équipe également, chaque personne a quelque chose à apporter sur son métier. Et le cadrage de mon activité via les divers outils. Donc là, on vous a présenté le rétro-planning de mon activité et la fiche mission. C'est quelque chose qui est fondamental pour avancer dans les bonnes directions et ne pas se perdre, tout simplement. Bien que je considère qu'en plus de faire tout ça, il y a toujours quelque chose à apprendre. Donc, c'est sur la continuité de l'apprentissage et le maître d'apprentissage, justement, aider à ça. Mais voilà, le fait de créer mes propres outils pour m'assimiler à mon métier, ça a été une très, très bonne chose au début. On a parlé de la transition, donc j'ai fait mon Master 1 ici à Carrel et là j'entame mon Master 2. Et la nouvelle organisation du service, pour moi, c'est une preuve de confiance. C'est un terme sur lequel Arnaud a un petit peu insisté lors de sa présentation. Toutes les formations ne se font pas sur 2 ans, mais pour moi, sur celles qui se font sur 2 ans, même sur 1 an, coupé en 6 mois, il doit y avoir une évolution des missions en fonction du niveau pédagogique de la formation, mais également au niveau professionnel. Je ne pense pas que ce soit forcément bénéfique. Alors, forcément, il faut que le cadre s'y prête et même l'apprenti s'y prête, mais de rester sur les mêmes missions tout au long de l'année. Il faut évoluer pour développer les compétences, voilà, plein de choses. Donc, pour moi, ça a été vraiment important cette évolution qui s'est confirmée par l'ajout de certaines missions principales. Donc, voilà comment s'est passée la transition. Elle est toujours en cours, c'est pour ça que je ne peux pas trop forcément vous en parler, mais voilà, le mot à mettre sur la transition, c'est la confiance. Ensuite, pour ce qui est de l'importance du début de la collaboration, pour moi, pour que ça parte sur des bonnes bases avec le MAP, c'est que le rôle de chacun soit bien défini. Je ne parle pas forcément en termes mais en termes d'accompagnement. Le MAP, alors il aura forcément des attentes envers l'apprenti et l'apprenti en aura forcément envers le MAP d'un côté formation, mais il faut surtout que l'apprenti et que le MAP fasse comprendre qu'il est là pour l'aider et l'accompagner. Si on commence directement, bah voilà, il faut faire ça, il faut faire ci. Il faudra le faire un moment, mais il faut surtout que les premiers mots, les premiers entretiens avec l'apprenti soient faits dans le sens de l'accompagnement. Que les MAP lui disent « je suis là pour t'aider, je suis là pour t'accompagner, pour te donner toutes les ressources nécessaires. Je ne suis pas que là pour surveiller ton travail. » Donc, c'est ce qui a été fait pour moi avec Arnaud qui m'a directement mis dans ces conditions-là. Le travail est venu après, forcément, parce qu'il faut y venir. Mais voilà, le début de la collaboration, c'est l'accompagnement, l'aide et qu'il soit présent pour n'importe quelle question. Voilà comment j'ai vécu mon intégration. Donc, ça reprend tous les principes qu'on a vus et j'en tire que du bénéfique pour le moment. Donc, et je pense que ça va continuer jusqu'à la fin de mon contrat d'apprentissage. Très bien, merci Johan. On va peut-être, si vous avez des questions au niveau du chat, tenter d'y répondre. Pas de nouvelles questions par rapport à ce que tu as dit. On aura d'ici la fin de toute façon de cette présentation, de ce webinaire, si vous avez des questions qui vous viennent. Maxime ? Oui, Arnaud. Oui, juste, je vois sur le chat là, Madame Chopin qui nous a fait un commentaire qui est important à reprendre, je pense. Anthony, tu nous diras peut-être ce que tu en penses après, mais j'aimerais y apporter deux, trois précisions. La première, c'est, je lis le commentaire pour tout le monde, pour la première heure déterminante, c'est raté, il est déjà arrivé. Pour les sentiments, pour moi, grande prudence, car ce qui est important, c'est de ne pas les rendre dépendants d'un management à l'affect, mais bien de faire qu'ils se réalisent pour lui et grâce à lui. Je pense au RPS et me contenterai de susciter l'envie et développer sa curiosité. Donc déjà, merci beaucoup pour ce commentaire.
Pour revenir sur la première partie, la première heure déterminante, c'est la première heure de l'arrivée, de l'intégration, ou alors, comme le disait Anthony tout à l'heure, on peut sacraliser aussi la sortie de la période d'essai, qui est un vrai moment symbolique pour l'alternant, puisqu'on sait que, comme tout salarié, hein, on attend la fin de la période d'essai, non pas pour arriver en tongs et en short, mais pour avoir cette pression en moins qui nous incombe pendant la période d'essai, puisque c'est une période d'instabilité. Et sacraliser cette sortie de période d'essai peut être aussi managériellement quelque chose qui est très important. Et sur la deuxième chose, sur le management à l'affect, j'aimerais juste vous partager, alors ça c'est plutôt un partage de ressenti par rapport à la nouvelle génération. Cette génération d'apprentis, elle est différente de celle que moi j'ai pu connaître avant, de l'échange que j'ai avec certains MAP, c'est le cas pour eux aussi. C'est une génération qui est un peu plus égocentrée que la précédente. Quand je dis égocentrée, c'est celle qui se respecte plus que l'extérieur, alors que nous, enfin, je parle pour les personnes de mon âge, on a reçu une culture sacrificielle un peu plus importante. Là, on sent que le jeune a justement, lui, la volonté de se sécuriser d'abord avant de pouvoir avancer. Et c'est en ça que je trouve que le management est un bon outil de connexion entre les différents intérêts. Je ne parle pas de rendre la relation affective, ou même quand Anthony en parlait, c'était pas du tout ce sentiment d'affect, mais c'est bien de respecter les intérêts de chacun. Et pour ça, il faut simplement savoir se parler de manière très claire pour cadrer au début les droits et devoirs de chacun. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a réécrit une charte apprenant qu'on vous présentera dans le roadbook. Maxime en parlera tout à l'heure, mais on vous enverra un roadbook à la fin. Cette charte apprenant, elle est importante pour nous, même si elle doit se transformer en engagement moral, dixit le discours d'Anthony tout à l'heure. Elle est importante pour nous parce qu'elle engage justement dans les intérêts de chacun. Voilà. J'ai une main levée de la part de Marie Van Marie Singh. Vous aviez une question? Oui, vous m'entendez? Oui, oui, très bien. Oui, oui. Donc, j'ai 3 petites questions, moi, par rapport à tout ce qui a été dit. Au niveau de la découverte de l'entreprise, donc c'était la première partie, et les autres métiers de l'entreprise. Donc là, nous, on est une collectivité territoriale. Donc, est-ce qu'il est bon de faire passer l'apprenti dans tous les services, justement, pour qu'elle puisse mettre des points sur notre organigramme? Alors, du coup, je me permets. Alors, quel est son poste exact? Alors, donc, elle prépare un BTS de comptabilité et donc RH, donc gestion des PME. Donc là, elle est plus côté compta RH avec moi, puisque je suis RH. Mais bon, on est en relation constante, donc avec tous les services, que ce soit administratif, communication, technique. Donc, est-ce qu'il est bon de lui faire voir, alors je ne dis pas pendant 15 jours, hein, mais par exemple, consacrer une demi-journée dans chaque service, de manière à ce qu'elle puisse bien positionner chaque service dans l'organisation globale de la commune, quoi. Eh bien, vous avez exactement raison. Je peux me permettre de vous appeler Marie, ça ne vous dérange pas? Oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Marie, vous avez entièrement raison. Cette demi-journée, c'est exactement ce que j'allais vous proposer. Mais au-delà de juste de mettre un visage sur un nom, ce qui serait intéressant, c'est aussi qu'elle comprenne l'interaction qu'il y a entre son métier et le métier de la personne qui est en face. Voilà, ça veut dire que passer sur cette demi-journée, ça peut être même une découverte du métier, de lui expliquer sur 1h30 ou 2 sur les conditions de travail, la mission, quelle est l'interaction que j'ai avec la RH ou la compta. Et donc, du coup, ça va permettre de faire des liens beaucoup plus faciles. Je vous donne un ressenti que moi, j'ai eu à l'époque. J'ai démarré, j'étais chez Bouygues Construction. Donc, c'était un mastodonte avec des milliers de collaborateurs. Et en fait, j'ai été positionné sur un poste de chargé de recrutement. Et du jour au lendemain, j'avais en charge de recruter des ingénieurs travaux, des ingénieurs bureaux d'études, alors que je ne connaissais absolument rien du tout de leur métier. Donc, effectivement, on m'a proposé, et j'ai demandé à faire pendant 2 semaines le tour de tous les services, que ce soit dans le bureau d'études, que ce soit dans les... Je suis même allé sur le chantier et poser des moellons, mais pour comprendre finalement l'intérêt de ce métier-là et comment je pouvais le traduire au quotidien. Et donc ça, c'est
excellente chose de pouvoir permettre à l'apprenti une demi-journée peut-être par mois ou une demi-journée par semaine, des besoins. C'est très, très important. Donc, ouais, je confirme à 100% que c'est une bonne chose. D'accord, Ça d'accord. va vraiment lui permettre d'avoir une dimension beaucoup plus forte et de prendre du recul et de se dire, positionner, parce que bon, elle est censée pouvoir gérer une petite et moyenne entreprise. Donc, je veux dire, il y aura beaucoup de services. Donc, ok, d'accord. J'ai une deuxième question. Quand vous avez parlé du règlement intérieur, donc vous avez pris le temps de voir le règlement intérieur avec l'apprenti, enfin avec l'étudiant chez Carrel. Donc nous, on a un règlement intérieur, bien sûr, aussi dans la fonction publique. Donc, est-ce qu'il est bon aussi de prendre un moment? Bon, moi, je lui ai remis le règlement intérieur, mais je pense peut-être que dans le cadre de son apprentissage, c'est bien aussi qu'on épluche un petit peu aussi, nous, de notre côté, le règlement intérieur. Voilà, pour lui montrer, parce que bon, c'est tout le côté RH, droit et obligations, quoi. Oui, donc je réponds à Anne-Théiard. Donc effectivement, je pense que c'est une bonne chose et certainement qu'il y aura des points qui seront communs. Donc tout à fait, comme on parlait d'une relation tripartite tout à l'heure, c'est une chose qui est importante. Et également, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais on leur fait signer un document qui s'appelle Santé et sécurité au travail, où là aussi, on leur donne accès à des ressources pour qu'ils aient des informations sur ce sujet-là dès l'intégration. Donc ça peut être important aussi de le reprendre avec votre apprenti par rapport à votre entreprise aussi. Oui, de toute façon, moi je suis assistante de prévention, hein, donc parfait. Voilà. Et donc j'ai une troisième petite question. J'ai une troisième petite question, et après je me tais. Vous avez parlé du test de positionnement. Oui. Est-ce qu'on a accès au test de positionnement de notre apprenti? Alors, les tests de positionnement, pour tout vous dire, c'est une nouveauté qui a été mise en place sur cette rentrée-là 2022. Jusqu'à présent, c'était fait à l'initiative de chaque formateur qui mettait en œuvre un dispositif pour se rendre compte quel était le niveau de connaissance des étudiants sur sa matière. Aujourd'hui, on a automatisé ça. En fait, c'est quelque chose qui nous tenait à cœur d'une part et d'autre part, de toute façon, dans le cadre de la réglementation Calliope, on a l'obligation aussi de le faire. Donc, on a décidé en tout cas de l'automatiser, de le gérer dès l'entrée en formation. Donc aujourd'hui, on n'a pas forcément prévu de le diffuser au niveau des maîtres d'apprentissage. Par contre, c'est quelque chose qui est tout à fait faisable. Donc, vous pouvez nous en faire la demande. Je vous invite à nous envoyer un mail et on vous donnera accès évidemment à ces résultats-là, sachant que quand on les administre, donc dès la journée d'intégration, on explique bien que ce n'est ni un examen, ni un contrôle de connaissance, ni quoi que ce soit. L'idée, c'est de faire une photographie de la situation de départ pour pouvoir la réexploiter par la suite et de pouvoir percevoir justement les évolutions qui auront été celles de l'apprenti tout au long de sa formation. Mais voilà, oui, évidemment. Ça peut être important pour nous aussi, ça peut être important pour positionner au départ les connaissances de l'agent, parce que ce n'est pas la peine de taper trop haut si la personne va parce qu'elle va être noyée, la personne va être noyée. Et c'est particulièrement vrai dans le cadre d'une formation comme le BTS Gestion de la PME, où on est sur une formation qui est extrêmement polyvalente et dans laquelle l'apprenti va toucher des domaines très différents les uns des autres et pour lequel on n'a pas forcément de cycle préparatoire. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui viendrait d'un bac pro commerce et qui s'engage sur un BTS en management commercial opérationnel, on a une vraie continuité et on se doute que quand il arrive en BTS, il a des connaissances de base dans le domaine du commerce. Quelqu'un qui attaque en un cycle gestion de la PME, il n'a pas forcément fait de la comptabilité avant ou de la ressource ou quoi que ce soit. Quand c'est le cas, c'est bien de le souligner et pour le coup que vous ayez accès à ces informations-là. D'accord, ok, oui, d'accord. Marie, partage d'expérience pour vous concernant l'exercice du règlement intérieur. Oui.
petite idée. Parce que nos étudiants, on sait pertinemment la capacité qu'ils ont à faire en sorte de ne pas trop aimer le droit et tous ces éléments bien techniques. N'hésitez pas à le vulgariser, ce règlement intérieur, de le rendre accessible et ludique pour que l'exercice ne devienne pas une contrainte, mais plus une opportunité positive, quoi. Oui. Je sais qu'au quotidien, avec les étudiants, la vulgarisation fonctionne très, très bien. D'accord. OK, merci beaucoup. Merci. Merci Marie pour ces questions. Hop, je vais couper les autres micros. Impeccable. On va poursuivre s'il n'y a pas d'autres questions dans la définition des rôles de chacun au niveau de Karel. Correctement, ça sera mieux. L'idée aujourd'hui, c'est que vous compreniez un peu la cartographie de cette relation tripartite et de voir un peu quels sont les différents acteurs que vous allez avoir en contact de façon très directe et très frontale, mais également sur différents acteurs qui peuvent également interagir sur le parcours et de l'alternance et de collaboration avec les alternants. On a choisi de délimiter ça en deux zones, la partie visible de l'iceberg, si je puis dire, et la partie émergée, donc avec le front office en haut et le back office en bas. Dans les trois acteurs principaux de cette relation tripartite, ils viennent tout naturellement l'alternant, l'entreprise et ce qu'on va appeler en langage interne le BCE, donc le bureau des consultants d'entreprise, composé de, comme je l'ai dit tout à l'heure, Stéphane Évrard, Yoann Leclerc et moi-même. Et de la définition, voilà, c'est l'équipe qui va se charger vraiment de récolter toutes les informations quant à vos besoins au niveau de l'alternance et en parallèle d'aiguiller et d'orienter les alternants sur ce chemin de l'apprentissage et de l'alternance en vous les faisant rencontrer via différents moyens. On a des entretiens individuels pour chacun, donc on appelle des séminaires pour chacun de nos alternants qu'on reçoit et qu'on admet au niveau de Karel, pour essayer de comprendre une fois encore leurs besoins et leurs envies professionnelles. C'est ce qui va nous permettre de faire un contact très direct avec l'entreprise. On leur présente généralement les fiches de mission que vous nous avez conviées et comme je vous disais tout à l'heure, nous, ça nous permet de pouvoir refaire lien là-dessus. On a d'autres actions différenciantes également sur ces aspects-là. On a inauguré l'année dernière notre premier job dating qui a été plutôt une bonne réussite pour nous, avec un ressenti peut-être que certains d'entre vous y ont fait partie. Avec une bonne réussite quant à la présentation des alternants, des futurs alternants et des entreprises. Donc, ça fait partie également des pistes et des moyens qu'on met en œuvre pour pouvoir vous aider à trouver votre alternance et aux alternants à trouver leur entreprise. Je ne reviens pas sur le rôle de l'entreprise et de l'alternant puisque je les ai déjà développés tout à l'heure. Je vais juste, l'idée de la partie du bas, c'est juste pour vous expliquer les cibles qu'on utilise nous en interne et que je puisse vous présenter la slide suivante, donc notamment avec la BAC qui est l'équipe d'assistante administrative qui, comme je vous disais tout à l'heure, va élaborer les contrats, élaborer les conventions d'alternance, et va faire avec vous, avec l'entreprise, le lien sur la partie administrative de contrat et à toutes les problématiques premières qu'on va avoir. J'insiste sur ce point-là puisqu'on verra par la suite comment interagir avec nous si vous rencontrez d'autres contraintes là-dessus. Ce sont des personnes, donc Clara Guano et Mallory Loisel, qui vous accompagnent également sur les procédures OPCO. Aujourd'hui, les dépôts de dossiers au niveau de l'OPCO doivent être faits par l'entreprise. On a, un peu comme tout à l'heure, au niveau des inscriptions aux examens, on vous donne pas mal de coups de main là-dessus et on connaît on connaît les interlocuteurs des OPCO et ça nous permet de pouvoir prendre la main aussi sur certains OPCO, malheureusement pas tous, mais sur certains OPCO, sur les dépôts des contrats. Je redétaille juste brièvement la partie pédagogique et des personnes avec lesquelles vous allez peut-être à un moment ou à un autre être amené à interagir de façon très limitée, ou en tout cas voir dans les échanges de mails qu'on va pouvoir vous faire, notamment les coordinatrices et les assistantes pédagogiques qui vont gérer et encadrer toute la vie étudiante de nos alternants quand ils sont en centre de formation, notamment sur les absences et les sanctions. C'est elles, in fine, qui vont valider une absence pour une présence en entreprise exceptionnelle. Et vous verrez tout à l'heure comment on agit pour en avoir cette demande. Et puis, je vous reparle également rapidement du BOSS. Donc, je vous ai évoqué le rôle tout à l'heure sur le sourcing et l'admission de nos étudiants. Dans ce qui fait quoi, la dernière partie, donc l'aspect pédagogique, on l'a évoqué tout à l'heure avec Sophie et Anne.
Il y a cette intégration qui rentre en compte, et comme le disait aussi très bien Anthony et Arnaud, vous avez vraiment toute cette notion de présentation des supports et d'accueil, et vraiment de la mise en place des missions telles que vous allez avoir, avec comme l'expliquait Arnaud dans son agenda, en tout cas dans son agenda, les idées de régularité et vraiment de suivi pédagogique, de suivi en professionnel, pardon, qui feront de toute façon à un moment ou à un autre écho à ce que nous faisons au niveau du centre de formation, via notamment les différentes épreuves blanches des examens pour nos alternants. Vous avez également, comme on le disait tout à l'heure, les suivis en entreprise directement qui sont effectués par les chargés de suivi, principalement au niveau des équipes pédagogiques, qui nous arrivent aussi avec Stéphane et certains autres de mes collègues d'en faire dans la mesure du possible. Donc voilà, c'est ce qui renforce aussi le lien et la collaboration que vous allez pouvoir avoir avec Carel de façon générale, et puis au niveau des différents services. Donc 2 par an, généralement, une en début et une en fin d'année. On va s'attarder maintenant un peu plus sur différentes problématiques qui reviennent souvent et sur lesquelles il nous semble bon d'amener déjà des réponses préventives par rapport aux situations que vous allez pouvoir vivre. Et notamment, j'entends sur la partie de la gestion conflictuelle entre vous et l'alternant, par exemple, puisque on espère ne pas avoir de relation conflictuelle avec vous. Mais généralement, c'est des cas de figure, blague à part, c'est des cas de figure qui arrivent à un moment ou à un autre. L'entreprise, l'alternant ou l'entreprise et l'alternant se rendent compte qu'il n'y a plus d'adéquation entre les envies des uns et des autres, que la communication est peut-être un peu brisée, ou en tout cas, voilà, qu'il peut y avoir une baisse de motivation, tous ces différents aspects-là, qui, malgré toute la bonne volonté du monde et tous les outils dont vous a parlé tout à l'heure Anthony et dont parlaient Anthony et Arnaud, que vous avez mis en place, mais qui malheureusement ne portent pas forcément leurs fruits comme ils le peuvent. L'idée dans ce genre de situation, c'est de nous contacter directement au niveau du bureau des consultants entreprises. Nous, notre rôle va être déjà dans un premier temps de comprendre déjà les différentes problématiques, d'avoir les différents sons de cloche également, et de pouvoir anticiper et gérer la situation mieux, soit en ayant une issue favorable, et en essayant un peu de recalibrer un peu et de remettre un niveau de communication à plat, si je puis dire, soit malheureusement en essayant d'anticiper, de voir dans quelle situation et dans quelle conjoncture à pouvoir mettre fin au contrat. Pour information, la fin d'un contrat d'apprentissage peut se faire sur différentes façons. 90% du temps, c'est une rupture à l'amiable. C'est l'entreprise se rend compte que ça se passe plus bien, l'alternant se rend compte que ça se passe plus bien. On finalise la rencontre en disant bon, on aura passé 6 mois, 1 an et demi de bonne cohabitation. Malheureusement, la situation ne le permet plus. On décide d'arrêter à une date précise, et comme ça, l'entreprise et l'alternant est libre de tout engagement. J'insiste sur le fait que cette rupture à l'amiable n'a aucune incidence administrative, financière sur aucun des participants, que ce soit au niveau de Carel, au niveau de l'apprenant, au niveau de l'entreprise. C'est on arrête le contrat, merci, bonsoir. On clôture le contrat au niveau de l'opérateur de compétences, et puis après, on continue pour avancer. Dans le suivi administratif, une fois encore, je vous l'ai mis, notre bureau administratif agit, puisque c'est lui qui se sert qui clôture au niveau de l'OPCO le contrat, et au niveau de Carel également. Mais de toute façon, les demandes, en tout cas, le premier raisonnement passe impérativement par nous, pour qu'on puisse, nous, après, faire le lien entre les différents acteurs que je vous ai présentés plus tôt. On va avoir également sur le deuxième aspect, sur les problématiques de contrat, différentes choses. J'ai mis cet exemple-là de problématique de contrat, mais on pourra vraiment l'ouvrir à toutes les problématiques que vous allez rencontrer. Il faut vraiment comprendre que dans cette relation, le BCE et notre rôle est primordial là-dessus. Je vous parlais tout à l'heure des demandes d'absence au niveau des entreprises. La demande d'absence va nous être faite à nous pour que nous, après, on puisse rediffuser l'information au niveau des coordinatrices pédagogiques pour validation de cette absence du jeune en centre de formation, pour qu'il puisse participer à X ou Y événements. C'est par nous que ça passe impérativement, et c'est nous qui nous faisons le relais de tout ça. Voilà pour cette partie. On termine juste, puisqu'il est important, on l'a dit tout à l'heure, bien qu'on ne faisait pas, malheureusement, pour des raisons techniques, une fois encore autorisé à mettre vos caméras, il est important de mettre des visages sur des noms. Vous avez ici l'organigramme des interlocuteurs, en fait, clairement, que vous allez, de tous les interlocuteurs que vous allez pouvoir, à un moment ou à un autre, avoir envie de contacter.
J'anticipe un peu cette fin de formation, mais vous allez recevoir, on est en train de finaliser le roadbook qui va reprendre de façon beaucoup plus technique et un peu moins imagée toutes les informations qu'on s'est données aujourd'hui, avec à la fin un annuaire donc de toutes les personnes que vous avez présentes ici. Je me tourne vers Stéphane. Est-ce qu'on a d'autres questions au niveau du chat par rapport à tout ça? Oui, si un alternant est absent à l'école, doit-on être au courant? Oui. Vous avez de toute façon au niveau comme l'expliquait Anne et Sophie tout à l'heure, vous avez vos accès pareil. Donc les personnes que vous voyez sur la partie droite au niveau des assistantes pédagogiques saisissent de façon journalière les absences et vous avez le récapitulatif des relevés d'absence au niveau des alternants. Et quand il y a trop d'absences injustifiées, voilà, je me permets simplement d'ajouter, puisque les absences peuvent être justifiées pour raison d'ordre médical, donc là, il n'y a pas de problème, mais quand elles sont injustifiées, au bout d'un certain nombre, au bout de 21 heures, il y a des sanctions, donc un avertissement. Et donc là, vous êtes effectivement en copie de cet avertissement qui est envoyé à l'apprenti. Et au bout de 3 avertissements, cela déclenche automatiquement un conseil de discipline. Voilà. Ce qui représente 3 jours d'absence injustifiée. Voilà. Est-ce que d'autres questions? Ce qui est important, pardon, je vais juste revenir sur un aspect qui me paraît très important pour finir peut-être. Maxime vous a parlé d'éventualité de rupture. Un contrat d'apprentissage, c'est un contrat encadré, un contrat de droit. Donc ça veut dire qu'il ne se rompt pas avec une lettre ou un mail simple. Il y a un CERFA qui vous permet de rompre l'apprentissage. Et si jamais on doit arriver à cette extrémité-là, il faut bien vous mettre en lien avec le consultant ou la consultante, puisque vous voyez aussi qu'il y a Katia Minizini sur la dimension sociale, pour justement avoir accès à ce document, le remplir, et puis c'est lui qui mettra un terme final à la collaboration. Merci Arnaud pour cette précision. Je vous remercie à tous d'avoir participé à cet événement qui était une première pour nous, en espérant qu'il n'y ait pas eu trop de déchets techniques. Marie, vous avez une question? Marie? Oui, je vous disais, première pour nous sur ce format-là. Donc, on espère qu'il n'y a pas eu trop de déchets techniques, que les informations que vous avez trouvées aujourd'hui sont dans le cadre des actes que vous aviez formalisés. N'hésitez pas, maintenant que vous avez, en tout cas dans un premier temps, l'organigramme, et vous allez avoir dans les jours à venir l'annuaire des personnes à contacter. Si vous avez la moindre question à approfondir, n'hésitez pas à vous référer à nous. Voilà. Si nous n'avons pas d'autres questions, nous allons pouvoir clôturer ce webinaire. Merci Cindy pour votre message. Pour information, le webinaire va être disponible en replay. Je vous ferai parvenir les liens si jamais vous avez ne serait-ce que des collègues qui n'ont pas pu participer. Voilà, c'est quelque chose que vous pouvez diffuser, de même que les documents qu'on va vous envoyer. Merci à tous pour votre présence. Bonne fin de journée. Merci. Au revoir. Au revoir. Carrel, la confiance, ça s'apprend.